Bonjour à tous, merci beaucoup, c'est Chafer. Donc, tout d'abord, je tiens à remercier le comité de m'avoir invité. Je m'excuse d'abord pour le petit retard, mais on ne peut passer devant l'imminente professeur Benchiri avec sa communication sur le côté dermatologique. Donc, je remercie le comité de m'avoir invité pour participer à ces journées vraiment très intéressants sujets qui m'a été proposé. C'est un sujet qui a fait couler beaucoup d'encre depuis plusieurs années sur la pertinence de plusieurs notions, donc des notions aussi bien de fréquence en termes d'épidémiologie, comme vous le savez, ça a été dit, et on ne cesse de le répéter, c'est l'endocrinopathie la plus fréquente chez la femme en activité génitale. C'est un syndrome gynécométabolique et dermatologique. Bon, il regroupe plusieurs entités cliniques. Et la problématique, pourquoi il a fait couler beaucoup d'encre depuis longue date, depuis sa découverte, on va dire les années 30, mais les véritables lignes directrices ont été posées à partir des années, on va dire, depuis les recommandations, ou plutôt les critères diagnostiques de Rotterdam, en 2003. Et puis, ces modifications, ou plutôt ces lignes directrices, ont subi des modifications. Pourquoi? Parce qu'il y a une complexité dans la compréhension aussi bien de l'étiologie que dans la physiopathologie. Alors, moi, je vais être plus pratique parce que là, il y a beaucoup de choses qu'on n'arrive pas à comprendre à ce jour. Donc, je me suis basé sur les dernières recommandations de l'année dernière. Alors, qu'est-ce que ces recommandations? Ils ont repris les anciennes de 2018 et ces recommandations, c'est plutôt les lignes directrices. Ils se basent sur des recommandations, des consensus et bien sûr des avis d'experts de plus de 250 points. Alors bien sûr, tout le monde doit suivre ces lignes directrices. On est en 2024, les recommandations sont passées l'année dernière et donc on ne va pas créer la science, mais on va essayer de suivre ces lignes directrices et ces conduites à tenir. Donc, bon, je vais essayer de faire bon, pas un rappel, mais juste les grandes lignes physiopathologiques pour qu'on puisse comprendre les recommandations sur le diagnostic et la conduite à tenir. Alors, comme ça a été dit, il n'y a aucune cause dans ce syndrome à ce jour-là. Bon, les chercheurs fondamentalistes sont en train de chercher ces mutations génétiques qui peuvent être les primo-movens ou la cause princeps. Bon, il y a aussi les facteurs environnementaux, les facteurs nutritionnels sont certainement en cause. Alors, c'est des sujets à débattre par la suite. Mais ce qu'il faut retenir dans le syndrome des OPK, et ça a été dit, c'est les trois pôles principaux que constitue ce syndrome. Alors, c'est l'hyperandrogénie, c'est l'insulinorésistance et c'est les troubles de la folliculogénèse. Malheureusement, ces trois pôles sont intriqués, c'est-à-dire qu'on est dans un cercle vicieux et donc on doit casser ce cercle pour pouvoir traiter le syndrome. Alors, brièvement, pourquoi on a l'hyperandrogénie? D'abord, l'hyperandrogénie, elle est ovarienne, elle n'est pas surrénalienne, elle est d'origine hypersécrétion des cellules técales. Donc, il y a beaucoup de follicules chez la femme OPK, et donc ils vont sécréter davantage d'androgènes, bien sûr, de testostérone dans la circulation. Alors, elle est responsable de l'hyperandrogénie clinique qui a été présentée avec les troubles de cycle. À chaque fois qu'on a la testostérone qui augmente, certainement, il va retentir sur l'axe FSH et les œstrogènes. Alors, la principale cause hypothétique, la principale cause hypothétique de l'hyperandrogénie ovarienne, c'est cette hyperpulsatilité de la sécrétion LH et secondairement par l'hyperinsulinisme. C'est pour ça que je vous ai dit, il y a un cercle vicieux qui se crée entre l'hyperandrogénie, le trouble métabolique dû à cet hyperinsulinisme et accessoirement, il y a une dysrégulation des cellules técales qui fait qu'elles sécrètent davantage les androgènes. Alors, deuxième pôle qu'il faut retenir, c'est les troubles de la folliculogénèse. Ça veut dire que cette femme qui a un syndrome des ovaires micropolykystiques, on le voit sur l'échographie, elle a beaucoup de follicules. Les follicules sont emprisonnés, sont vraiment compressés dans cet ovaire qui est augmenté de taille. Alors, ces follicules, malheureusement, on n'arrive pas à avoir un recrutement et une maturation d'un follicule dominant pour permettre une ovulation. Alors, c'est dû à quoi? C'est tout simplement
cette sécrétion de LH qui augmente durant tout le cycle et n'arrive pas à avoir une ovulation. Donc c'est une dysovulation secondaire qui va se créer, ou parfois même une anovulation, hein, carrément. Il y a des femmes qui ovulent 2 ou 3 fois par année. Le troisième pôle qu'il faut retenir, c'est l'insulinisme et l'insulinorésistance. Bien sûr, elle est responsable du syndrome métabolique. Alors, on ne connaît pas exactement les vraies causes, mais il y a des causes hypothétiques telles que l'hyperandrogénie. Elle peut agir sur l'hypersécrétion, les facteurs génétiques et autres. Alors, au total, ce qu'il faut retenir dans ce syndrome ou des ovaires micropolykystiques, parce que ça va nous aider dans la prise en charge thérapeutique, c'est qu'il y a 3 pôles: hyperinsulinisme, hyperandrogénie et troubles de la folliculogénèse. Alors maintenant, on va passer au diagnostic sur le côté gynécologique. Comment on va faire un diagnostic d'une femme qui consulte pour un syndrome des ovaires micropolykystiques? Je vous ai dit, on va se baser sur les recommandations qui ont été citées l'année dernière ou qui ont été corrigées l'année dernière. Alors, trouble de cycle. Alors, c'est quoi la définition d'un trouble de cycle? Bon, avant, on disait cycle long. Bon, le cycle court aussi, il fait partie de trouble de cycle. D'ailleurs, la définition exacte des anomalies de cycle, c'est soit un cycle court de moins de 21 jours. Alors, ils ont été précis là-dessus. Moins de 21 jours ou au-delà de 35 jours. Ou bien la femme qui fait moins de 8 cycles par année. Donc, c'est ça la définition qu'il faut respecter pour poser le diagnostic de trouble de cycle. Alors, chez la femme, ou plutôt chez la petite jeune qui vient d'avoir ses règles, entre la première année et la 3e année, il faut aller jusqu'à 45 jours pour parler de trouble de cycle, pour parler plutôt de cycle long. Alors, oubliez les troubles de cycle chez la petite qui vient d'avoir ses menstruations à la première année en général. Il y a encore une immaturité hypothalamo-hypophysaire qui fait qu'elle a des cycles irréguliers et c'est tout à fait normal. Alors, par contre, aménorrhée primaire à l'âge de 15 ans ou 3 ans après la télarche. Deuxième élément, c'est le trouble de la folliculogénèse, responsable bien entendu de l'infertilité, qu'on voit dans 75% des cas. Alors, ça a été expliqué au long et au large, on ne va pas revenir là-dessus. L'hirsutisme, alors on le voit fréquemment chez les jeunes et chez les femmes en activité génitale. L'hirsutisme dans les poils, dans les régions masculines, on ne va pas revenir là-dessus. Alors, il y a la forme sévère, c'est l'alopécie, l'acné inflammatoire. Alors, l'hyperandrogénie, elle peut être clinique comme elle peut être biologique. Alors, il y a des femmes chez qui l'hyperandrogénie clinique, elle est discrète. Alors, si vous avez un doute, on peut faire un dosage de testostérone et ça a été recommandé lors des dernières mises au point. Une femme qui a des signes cliniques limites, doser la testostérone totale est libre. Et il faut la doser 3 mois après l'arrêt de pilule parce qu'en général, c'est faussé. Et en principe, lorsque vous avez une hyperandrogénie clinique importante, c'est un cas très intéressant que Mme Benchiri a présenté. Vous avez un cas avec l'acné importante, avec les signes d'alopécie. Il faut aller doser, bien sûr, plutôt éliminer les autres étiologies de l'hyperandrogénie. Alors, le diagnostic échographique, alors là, tout le monde essaie de se baser sur ce critère. Alors, comment on fait le diagnostic échographique? L'idéal, c'est d'avoir une sonde endovaginale. Et il y a 2 éléments. Soit vous allez chercher le volume des ovaires, soit vous allez mesurer le nombre, plutôt calculer le nombre de follicules par ovaire. Et ça a été précis. Il faut avoir au moins 20 follicules par ovaire de taille 2 à 9 mm. Il ne faut pas calculer, ou plutôt il faut essayer de soustraire la taille du follicule dominant si jamais vous êtes tombé au cycle ovulatoire avec un follicule mature de 18 ou 20 mm. Alors, si vous avez l'endovaginal, alors en général avec les échographes récents, on peut avoir les 3D et avoir bien sûr un calcul très, très facile. Mais si vous faites l'écho suspubienne, en général, calculer la taille des follicules est très difficile. Vous allez vous contenter à la mesure de longueur, largeur, plus l'épaisseur, et donc vous avez le volume. Alors, oubliez l'échographie chez l'adolescente. Là, on le voit, on nous adresse parfois une jeune de 14-15 ans qui a des troubles de cycle, l'acné,
avec les signes d'hyperandrogénie, en général, ça ne sert à rien. Il y a déjà un aspect multifolliculaire. Vous allez surdiagnostiquer ces jeunes patients. Alors, l'exemple d'ovaire micropolycystique. Alors, est-ce que l'AMH, c'est un critère diagnostique? Alors, ça a été discuté lors du dernier congrès 2023. Tout le monde est d'accord que les OPK, ils ont une élévation du taux d'AMH. Pourquoi? Parce qu'ils ont beaucoup de follicules et cet AMH est sécrété par les cellules de la granulosa. C'est normal qu'on va avoir un taux élevé. Mais les biologistes ne sont pas encore d'accord sur la valeur seuil à partir de laquelle on va dire telle femme elle est OPK parce que l'AMH est élevé. Donc, à ce jour, on ne peut pas dire que l'AMH fait partie des éléments diagnostiques. Alors, si on résume, pour faire le diagnostic de syndrome des OPK, vous devez avoir au moins 2 des éléments cités. Troubles de cycle, hyperandrogénie clinico-biologique, ovaire microkystique à l'échographie. Vous n'avez pas besoin d'ovaire à l'échographie si vous avez troubles de cycle et hyperandrogénie, mais à condition d'éliminer les autres étiologies de l'hyperandrogénie. Alors, c'est pour cela que si vous avez une hyperandrogénie clinique importante, je suis obligé de doser la testostérone, la SDHEA, et la 17-hydroxyprogestérone afin d'éliminer les étiologies qui sont beaucoup plus sérieuses. Et donc, le diagnostic d'OPK doit être un diagnostic d'élimination. Ah bon, si vous avez une aménorrhée et des troubles de cycle, on peut les rattacher aussi à la thyroïde, une TSH et une prolactinémie. Voilà, donc là c'est clair, le diagnostic, on peut le retenir sur 2 critères parmi les 3. Alors maintenant, il faut connaître les risques quand même de ce syndrome. Annoncer le diagnostic, ce n'est pas facile. Hein. Moi, c'est vraiment, il faut une session spéciale pour l'annonce diagnostique, mais il faut bien sûr connaître les risques pour pouvoir les discuter avec la fin. Alors, je vais parler de 4 risques. Bon, je passe rapidement les choses qui ont été citées et qui vont être citées avec mes collègues. Les troubles métaboliques, le diabète, ça nous intéresse en tant que gynéco, le diabète, parce que la femme peut présenter une grossesse ou une infertilité. Alors là, il est indiqué de faire aussi bien la glycémie à jeun que la GPO à 75 grammes, parce que tout simplement, on peut avoir juste une intolérance au sucre qu'on va corriger et qu'au cours de la grossesse, il faut la demander de manière systématique au début de grossesse et entre 24 et 28 semaines d'aménorrhée. Oui, un élément capital, c'est le cancer de l'endomètre. Ce sont des femmes à risque de cancer de l'endomètre. Pourquoi? Parce qu'ils ont un terrain d'hyperostrogénie importante, qui n'est pas contrebalance. Lorsqu'on n'a pas de règles, on a une hyperostrogénie, on n'a pas de contrebalance par la progestérone. Alors c'est pour ça d'ailleurs, on leur donne de la progestérone parfois pour régulariser le cycle et pour protéger l'endomètre. Alors, le cancer de l'endomètre, il faut y penser chez la femme en périménopause aussi. Hein. Vous savez que 10 à 15% des cancers de l'endomètre surviennent chez la femme avant la ménopause. Bon, en post-ménopause, c'est facile, saignement anormal, hystéroscopie systématique. Mais ce qui dérange et ce qui est de pronostic un peu limite, c'est les femmes de la quarantaine, obèses, surpoids, hypertension, diabète, OPK. Pensez-y, faites une échographie sérieuse avec le calcul de l'endomètre, recherchez les images anormales au niveau de l'endomètre et le moindre, bien sûr, doute, il faut aller faire une hystéroscopie pour confirmer ou infirmer le diagnostic. Alors, les maladies cardiovasculaires, les SOPK, sont considérées comme étant à haut risque vasculaire lorsqu'il y a un autre facteur qui se rajoute, tel que la dyslipidémie, le tabac, le surpoids. Donc, il leur faut une consultation cardio tous les 6 mois à 1 an. Alors, j'arrive au côté qui vous intéresse, c'est la prise en charge thérapeutique. Donc, je vais bien sûr me limiter à mon côté, le côté gynécologique. Alors, bien sûr, on a dit que c'est une maladie chronique, on ne va pas la traiter. On va traiter les symptômes. Alors, la femme, elle consulte. Pourquoi? Parce que soit elle a un problème d'infertilité, soit elle a un trouble de cycle. Bon, sur le plan gynéco, hein, je ne parle pas des autres spécialités. Toujours l'étape des conditions, plutôt modification des habitudes de vie. Là, c'est primordial, il faut vraiment la placer en première position, en première ligne thérapeutique, la perte de poids. Regardez, une perte de poids de plus de 5% dans les OPK, elle peut régulariser le cycle dans 50% des cas. Elle peut augmenter les chances de grossesse. Donc voilà, c'est vraiment la ligne thérapeutique princeps, c'est la perte de poids. Donc, concernant la conduite gynécologique, il y a, comme je vous ai dit, il y a 2 options.
soit elle va me dire, voilà, j'ai un trouble de cycle, je suis gêné. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, ce qui a été recommandé en première ligne, c'est la pilule combinée, c'est-à-dire à base d'œstrogène et de la progestérone. Alors, qu'est-ce qu'ils ont dit dans les recommandations? Il ne faut pas privilégier une pilule par rapport à une autre. Alors, c'est fini l'époque où on disait l'association éthynèle-estradiol avec l'acétate de cyproterone. Ce n'est pas en première ligne. Hein. Attention, parce que cette pilule, elle a fait beaucoup de dégâts, beaucoup d'accidents thromboemboliques. On la réserve vraiment pour les formes sévères. Donc, vous donnez n'importe quelle pilule combinée. Et il faut également se plier, selon les recommandations de l'OMS, choisissez la pilule moins dosée en œstrogène. C'est important, notamment les 20 gamma. Si ça ne marche pas, je passe aux 30 gamma, parce que ça peut donner des spootings et des saignements anormaux. Alors, donc, voilà, la pilule combinée. Deuxième molécule que nous avons commencé à la donner, bien qu'elle appartient aux endocrinologues, mais je pense que même les gynécos ou les médecins de famille qui s'occupent de côté gynécologique, c'est la metformine. Elle a réglé beaucoup de problèmes, aussi bien gynécologiques que métaboliques. Hein. Bien sûr, l'indication principale, c'est lorsqu'on a un excès de poids, un IMC qui est supérieur à 25, et on a remarqué qu'elle a même régularisé des troubles de cycle, elle a même permis régulariser la dysovulation et améliorer les taux de grossesse lorsqu'on donne des traitements d'infertilité. Alors, regardez, la posologie, elle peut aller des petites doses parce que ça donne des troubles digestifs. En général, on commence avec 1 ou 2 comprimés, puis on peut aller jusqu'à 5 comprimés par jour. Une autre molécule, c'est l'acétate de cyproterone. En général, ce sont les dermatos qui sont les grands prescripteurs. En général, elle est préservée ou plutôt indiquée pour les femmes qui ont des troubles de la chute des cheveux importantes, notamment l'alopécie partielle ou totale. Et la place de la spironolactone a été bien détaillée. Alors, maintenant, on arrive à la molécule moderne qui est l'inositol. Alors, l'inositol, c'est, comme vous avez remarqué, on commence à la prescrire depuis quelques années, c'est un complément alimentaire, tout simplement, aucun effet secondaire. Et il semble, hein, je dis bien il semble, qu'elle améliore le taux d'ovulation, elle améliore donc le taux de grossesse. Mais il faut attendre les études beaucoup plus sérieuses pour pouvoir la mettre en place comme étant une recommandation. Alors, deuxième volet thérapeutique, c'est le traitement de l'infertilité. Alors, entre parenthèses, une femme chez qui vous avez diagnostiqué un syndrome des OPK, elle, bien sûr, elle est là pour infertilité. Est-ce que vous allez vous contenter de ce syndrome ou alors vous allez faire autre chose? Alors, il faut faire un bilan d'infertilité complet. On ne va pas se dire que voilà, elle a des OPK à l'échographie, petits poils sur le visage, elle souffre d'infertilité depuis 3 ou 4 ans, donc je me lance dans la thérapeutique. Non, je dois faire un bilan masculin, un bilan des trompes pour innocenter, bien sûr, les trompes si jamais il y a des sténoses qui peuvent être responsables, et bien sûr le reste du bilan hormonal, notamment la thyroïde et la prolactine. Donc faites le bilan complet d'infertilité avant de dire que les OPK sont responsables. Alors, quelle était la prescription qui a été recommandée pour stimuler les ovaires et stimuler la poussée folliculaire et la poussée folliculaire, c'est-à-dire le but c'est le recrutement de 2 ou 3 follicules au maximum. Alors la première molécule qui a été mise en exergue, c'est le létrozole. Alors fini le citrate de clomifène, hein. Ce n'est plus une indication de première ligne, parce que le citrate de clomifène donne beaucoup d'effets secondaires, beaucoup de risques de grossesse multiple. Alors c'est le létrozole à 2,5 mg. Alors, attendez-vous à ce que le pharmacien vous appelle à chaque fois parce que c'est un traitement qui est donné pour les cancéreuses, les cancers du sein notamment, hormonodépendants. Donc, c'est un inducteur très efficace de l'ovulation. Il va permettre la poussée et le recrutement folliculaire avec, bien entendu, une libération de la sécrétion de la FSH et un bon développement et la maturation ovarienne. Alors, bien sûr, il faut adjoindre un déclencheur de l'ovulation, notamment l'ovitriol, ou bien la laisser pour une ovulation spontanée. Alors, bien sûr, le but, et d'ailleurs les premiers cycles doivent être monitorés, c'est important, il faut faire un monitorage échographique à J8, J10 pour ne pas tomber aussi dans le risque d'hyperstime.
Alors, ça a été cité en première ligne thérapeutique dans l'infertilité du couple, et il est plus efficace et moins de grossesse multiple par rapport au citrate de clomifène. Bon, il y a un petit souci concernant le coût, mais si on calcule le nombre de comprimés par rapport à l'usage, en général, ça peut couvrir 3 ou 4 cycles la boîte. Alors, deuxième ligne thérapeutique dans l'infertilité, ce sont les injectables. Alors, les gonadotrophines, on peut les utiliser chez la femme qui présente une infertilité dans le cadre des OPK. Alors, sachez que le maniement des injectables en cas d'OPK est très délicat, hein. Il faut faire un monitorage sérieux, rapproché, tous les 2 jours, une échographie pour ne pas avoir un échappement, parce que les OPK, c'est clair. Vous faites l'échographie aujourd'hui, il y a les follicules qui ne dépassent pas 8-9 mm. Vous donnez les injectables, 2 jours après, ils sont à 18-19. Et vous avez 10 ou 15 follicules qui montent rapidement, qui poussent rapidement. Et ça, c'est un risque accru de grossesse multiple avec le syndrome d'hypercime. Donc, dès que vous voyez que la femme échappe et elle a eu beaucoup de follicules qui ont poussé, soit on la transfère en urgence en FIV, et donc on va ponctionner pour, bien sûr, préserver ces follicules, soit il faut, bien sûr, interdire les rapports sexuels, sinon on risque de faire des catastrophes. Alors, voilà. Alors, concernant le troisième ligne thérapeutique, c'est le drilling que vous connaissez. Alors, c'est quoi le drilling? On va juste essayer de fragiliser la coque ovarienne. Parce que dans les OPK, on a des ovaires augmentés de taille et il y a une capsule qui est très dure et qui empêche donc cette ovulation sur le plan mécanique. Donc, ça a été cité dans plusieurs publications. Ça donne des effets. Et donc, il faut attendre les 6 mois après le drilling pour pouvoir parler d'échec ou d'efficacité de drilling. Malheureusement, ce sont des femmes qui sont un peu potelées, grosses, et donc la célioscopie, parfois, elle est difficile. Parfois même, on la contre-indique lorsque la femme est en surpoids, vu les risques de l'intervention par rapport aux bénéfices thérapeutiques. Et en fin de compte, il y a la fécondation in vitro. Lorsque ces premières lignes thérapeutiques ne marchent pas, on va directement vers la fécondation in vitro ou bien l'ICSI. Bien sûr, cela veut dire un coût qui est quand même élevé, avec bien sûr des protocoles qui sont particuliers, sans oublier bien sûr de rajouter la metformine quand il y a un surpoids qui aide énormément dans l'ovulation. Voilà. Et donc, pour conclure, je vais juste rappeler ce qui a été recommandé l'année dernière. Une femme qui consulte pour le problème gynécologique, comme je vous ai dit, soit elle va consulter pour un trouble de cycle, et donc trouble de cycle plus hyperandrogénie, je donne la pilule. Trouble de cycle qui n'est pas gênant, je la laisse tranquille. Hyperandrogénie importante, avec bien sûr l'avis des dermatologues, on peut donner la pilule combinée. Alors toutes les pilules se valent. Là, on ne cesse de le répéter, il n'y a pas une pilule supérieure à une autre. Laissez la pilule avec acétate de cyprotérone en dernier, vu les risques thromboemboliques. Alors, une fois, bien sûr, elle consulte pour une infertilité, vous avez ces lignes directrices, donc un résumé sur le tableau. On commence par le létrozole. Si ça ne marche pas, on donne les gonadotrophines. Si ça ne marche pas, on passe, bien entendu, à la fécondation in vitro. Et voilà, je vous remercie.